INA Podcast. La France doit-elle partager son parapluie nucléaire avec l'Europe ? Le débat est de retour alors que le président de la République Emmanuel Macron s'est redit favorable à l'ouverture de discussions avec nos voisins, notamment sur le déploiement d'avions français armés de bombes nucléaires dans d'autres pays européens, et ce, dans un contexte international extrêmement tendu, notamment avec la Russie. Alors, est-ce un changement de paradigme dans notre politique de dissuasion nucléaire ? Va-t-on vers la création d'un bouclier nucléaire européen conduit par la France ? Et si oui, comment l'envisager ? Qu'est-ce que ça pourrait impliquer ? Tout ça, on en parle avec vous. Lova Rinel, bonjour. Bonjour. Vous êtes chercheur associé à la Fondation pour la recherche stratégique, experte en dissuasion nucléaire. Merci beaucoup d'être là pour nous éclairer. Dans le contexte actuel, il faut accélérer en termes de dissuasion nucléaire. Il faut composer désormais avec nos voisins européens. On ne peut plus faire cavalier seul. Alors sur la dissuasion en tant que telle, la France n'a pas besoin de composer, mais peut-être que le contexte demande pour nos voisins d'être assurés. Et donc, certains parlent de partage, alors plutôt peut-être d'un parapluie, vous disiez tout à l'heure d'un bouclier français. Je pense que c'est le cœur. C'est est-ce que notre bombe nucléaire française va, sur le plan, j'allais dire, de traité et d'engagement très concret, aller vers une protection de nos voisins européens. Dans une logique d'unité européenne, on le comprend. On va développer tout ça avec vous dans quelques minutes. Mais d'abord, on commence, comme chaque semaine, par un récit en archive. Et puis on se retrouve juste après. Je m'appelle Théophile Cossat et vous écoutez Le Temps de l'Actu, un podcast de l'INA et de l'Université Panthéon-Assas. C'est parti. Qu'est-ce que c'est que ce problème ? Il y a un sujet un petit peu complexe pour le débattre en 2 minutes. Enfin, pardon, mais pas à l'université. Enfin, je veux dire, excusez-moi. Et le monsieur, qu'est-ce qu'il en pense ? The yes needs a no to win. Again is a no. Réfléchissez bien. Et surtout, faites réfléchir autour de vous. Et j'attendais, je ne vous le cache pas, ce moment avec un peu d'impatience. Le temps de l'actu. La dissuasion nucléaire made in France remonte aux années 60. Nous sommes le 13 février 1960. La France, après 8 années de recherche, teste sa première bombe nucléaire en Algérie, dans le sud du Sahara. À 7h du matin, la France faisait éclater sa bombe atomique. Certes, on pourra déplorer la pauvreté des images qui nous ont été fournies sur l'explosion dont on ne verra qu'un panache de fumée. Cela ne retire rien au fait, seule, avec ses seuls moyens, la France a fabriqué sa bombe. Les Français rejoignent alors un club très fermé. À l'époque, seuls 4 pays sont dotés de la bombe atomique, les États-Unis, l'URSS, la Grande-Bretagne et la France. Mais au fait, pourquoi développer notre propre force nucléaire ? Réponse du général de Gaulle, écoutez, on est en 1965. Au point de vue de la sécurité, notre indépendance exige, à l'ère atomique où nous sommes, que nous ayons les moyens de dissuader nous-mêmes un éventuel agresseur, sans préjudice de nos alliances, mais sans que nos alliés tiennent notre destin dans leurs mains. Un arsenal atomique français pour garantir la sécurité du pays, mais aussi pour que la France soit indépendante, notamment des États-Unis. Et oui, souvenez-vous, à l'époque, nous sommes en pleine guerre froide, les États-Unis et l'URSS se font face, et pas question pour le général de Gaulle de dépendre de quiconque. En 1966, la France sort du commandement intégré de l'OTAN, vous savez, cette organisation de défense collective face à l'Union soviétique. Elle a maintenant son propre parapluie nucléaire, plus besoin des Américains. Et l'alternance politique ne change pas le cap de la France en matière de défense. Dans les années 80, François Mitterrand est président de la République. On l'écoute. On ne peut pas priver la France de cette dissuasion sans la priver de défense. La France doit se montrer intransigeante. Non pas avec arrogance ni avec insolence à l'égard de quiconque, mais interdire aux autres d'empiéter sur la juste et normale souveraineté d'un pays comme le nôtre. Mais au fait, concrètement, ça s'organise comment, la dissuasion nucléaire ? Reportage et explications dans le fameux PC Jupiter, le bunker sous le palais de l'Élysée. On est en 1983.
C'est d'ici, du PC Jupiter, de ce fauteuil, que le président de la République peut déclencher les armes nucléaires tactiques contre les armées ennemies. Et si cet ultime avertissement ne suffisait pas, il peut, en quelques minutes, si la menace l'impose, faire intervenir les forces stratégiques pour porter au cœur du territoire ennemi le feu nucléaire. Et oui, on distingue deux types de dissuasion. D'abord, les armes nucléaires tactiques, plutôt à courte portée et à effet, entre guillemets, restreint. Et puis les armes nucléaires dites stratégiques, les bombes nucléaires les plus puissantes, aujourd'hui 600 fois plus puissantes que celles d'Hiroshima. On fait un saut dans le temps. Nous sommes maintenant dans les années 2000. L'URSS n'est plus, la guerre froide terminée. Plus besoin donc de dissuasion nucléaire. Au contraire, dit le président Jacques Chirac. Les dirigeants d'État qui auraient recours à des moyens terroristes contre nous, tout comme ceux qui envisageraient d'utiliser d'une manière ou d'une autre des armes de destruction massive, doivent comprendre qu'ils s'exposent à une réponse ferme et adaptée de notre part. Et cette réponse peut être conventionnelle, elle peut aussi être d'une autre nature. Comprenez, nucléaire. Et oui, à l'époque, l'Iran tente de se doter de la bombe atomique, la menace évolue et le programme de dissuasion française continue. La France compte alors environ 300 têtes nucléaires, pouvant être lancées par des avions, mais aussi par les fameux SNLE, les sous-marins nucléaires lanceurs d'engins. Reportage lors de l'inauguration du dernier d'entre eux, le Terrible, c'était en 2008. Le Terrible, un nom dans la plus pure tradition de la dissuasion française. Après le triomphant, le téméraire, le vigilant, voici le 4e sous-marin nucléaire lanceur d'engins, de quoi assurer à la France une présence permanente en mer. 138 mètres de long, 1,5 fois le poids de la Tour Eiffel, même à quai, l'effet dissuasif fonctionne. Mais c'est surtout ce qu'il transportera qui impressionne. Les tout nouveaux missiles balistiques M51, 8000 km de portée, de quoi frapper n'importe où sur la planète. Et au fait, ça coûte combien tout ça ? Réponse en 2008 du président Nicolas Sarkozy. Garantir la sécurité de la nation a un coût important. Chaque année, la dissuasion nucléaire coûte aux Français la moitié du budget de la justice ou celui des transports. Mais je suis déterminé à assumer ce coût. Ce n'est ni une affaire de prestige, ni une question de rang. C'est tout simplement l'assurance vie de la nation. 12 ans plus tard, la politique de dissuasion nucléaire française n'a toujours pas changé. La France est indépendante, mais cette indépendance ne veut pas dire individualisme, selon Emmanuel Macron. Écoutez, on est en 2020. Nos forces nucléaires jouent un rôle dissuasif propre, notamment en Europe. Elles renforcent la sécurité de l'Europe par leur existence même et à cet égard ont une dimension authentiquement européenne. Sur ce point, notre indépendance de décision est pleinement compatible avec une solidarité inébranlable à l'égard de nos partenaires européens. Notre engagement pour leur sécurité et leur défense est l'expression naturelle de notre solidarité toujours plus étroite. Et oui, car ce qu'il ne faut pas oublier, c'est qu'un seul pays de l'Union européenne dispose aujourd'hui de l'arme atomique, la France. Or, le 24 février 2022, la Russie envahit l'Ukraine. L'ordre mondial en est depuis bouleversé et les tensions très fortes sur le continent européen. Revient alors cette question, faut-il partager notre dissuasion nucléaire ? À qui et comment ? On en parle dans le temps de l'actu. Avec vous, Lova Rinel. Déjà pour commencer, une réaction peut-être au récit qu'on vient d'entendre ? Oui, moi je travaille, je réfléchis, je fais beaucoup de recherches sur la dissuasion. Et ce qui est assez marquant au fil de l'eau, c'est que, et en tout cas votre documentaire le montre bien, c'est que c'est une parole présidentielle. Et c'est important de le préciser. C'est certainement le point le plus important de la dissuasion, c'est que l'ordre d'engagement n'est remis entre les mains et repose sur les épaules d'une seule personne, celle de celui qui dirige notre pays, le président de la République. Donc aujourd'hui, c'est Emmanuel Macron. Et moi, en tant que chercheur, je suis assez étonnée que finalement, au moment des élections présidentielles, jamais nous ne demandons à nos candidats, notamment au second tour, quelles sont leurs attirances stratégiques.
Parce que c'est le seul moment démocratique, c'est le seul point démocratique où les institutions sont très claires. Ça relève de l'usage exclusif du président sans contre-pouvoir. Et ce qui est normal. Demain, vous faites attaquer, vous n'allez pas faire un débat au Parlement, demander au Sénat. Et donc, je trouve que sur le plan démocratique, l'éclairage que nous devrions avoir, c'est finalement tous ces candidats, qu'est-ce qu'ils vont nous présenter ? Quels sont leurs choix stratégiques ? Avec qui ils vont vouloir composer ? Parce qu'aujourd'hui, on parle de l'Europe, mais demain, si j'ai un président qui décide que, tiens, finalement, j'en ai plus besoin parce que j'ai envie d'être sous un accord chinois, par exemple. Nous serons dans une situation, bien évidemment, compliquée. Et je crois que ce qui est important, c'est comme on préserve ce pouvoir, parce que ça permet la fiabilité, la crédibilité de notre dissuasion, le fait que ça dépend d'une personne et qu'il n'y a pas besoin de passer par des rouages institutionnels. L'incertitude, c'est qu'il n'y a pas beaucoup de transparence politique. Et ça, je pense que c'est quelque chose sur lequel l'effort démocratique doit être porté. Quel pays aujourd'hui dans le monde a la bombe nucléaire ? Alors, dans le cadre officiel du traité de non-prolifération, donc 5 pays, c'est 5 membres permanents du Conseil de sécurité. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est dissocié. Les pays membres permanents l'ont été avant d'avoir la bombe atomique. C'était pas une condition d'entrée, parce que souvent l'amalgame est fait. Donc, c'est qui ? C'est les États-Unis, la Grande-Bretagne, la France, la Chine et la Russie. Puis après, on a ce qu'on appelle les États hors du TNP parce qu'ils sont pas signataires ou n'ont pas ratifié le traité. Donc, c'est l'Inde, le Pakistan, la Corée du Nord. Et nous avons Israël qui ne dit pas qu'elle a l'arme atomique. Et puis, il y a cette prolifération qui est le sujet de l'Iran. Et dans ces pays, ça se passe grosso modo comme en France, c'est-à-dire que c'est un seul homme ou une seule femme à la tête de l'État qui a accès au bouton nucléaire ? Alors, oui. Une question notamment sur la Grande-Bretagne où l'ordre de commandement serait, on va dire, validé par les États-Unis, mais globalement, effectivement, ce sont les chefs d'État qui décident de l'ordre d'engagement. Alors, selon la doctrine française, la dissuasion nucléaire sert à défendre les intérêts vitaux de la nation. Qu'est-ce que c'est, les intérêts vitaux ? Alors, c'est un principe, plus que des choses concrètes, puisqu'elles peuvent toucher des choses complètement abstraites. Par exemple, notre liberté. Un concept. Sur la partie concrète, je serais très nuancée et prudente puisque fondamentalement, vous avez vu dans tous les discours, on ne précise pas les intérêts vitaux. Pourquoi ? Parce que déjà, ils peuvent évoluer dans le temps et c'est très bien. Et puis surtout, c'est comme si vous faisiez une liste en disant bah alors, cher ennemi qui m'entend... T'as le droit de faire ça et t'as pas le droit de faire ça. T'as surtout pas le droit de faire ça, donc... En l'occurrence, on dit ce qu'il a le droit de faire. Et donc là, vous discréditez, ou plutôt vous affaiblissez votre territoire. Alors, je cite Emmanuel Macron qui disait en 2020 « Les intérêts vitaux de la France ont désormais une dimension européenne », d'où l'idée, on l'a entendu dans le récit documentaire, de partager notre parapluie nucléaire, une idée qui n'est pas nouvelle. Donc, Emmanuel Macron en parlait déjà en 2020. Je crois que ses prédécesseurs y étaient aussi favorables. Donc, si on comprend bien, les intérêts vitaux de la France, c'est aussi les intérêts vitaux de l'Allemagne, de la Pologne ou des pays baltes. Alors, non. Mais c'est une bonne question, mais peut-être recontextualiser sur des éléments concrets. Déclaration d'Ottawa de 1974, en fait, qui inscrit quand l'OTAN est déjà constituée. Et en fait, la dissuasion britannique et française participe à la défense globale de l'Alliance. Donc, en substance, vous voyez la notion de parapluie... Avec les Américains. Tout à fait. Donc, parce que les Américains, puisque c'est le parapluie, c'est l'article 5 qui est très clairement défini. Donc, si vous voyez, en filigrane, on voit bien que cette question de protection européenne, elle ne peut pas se décorréler d'une réalité géographique. Et c'est vrai, c'est comme si vous disiez, voilà, dans mon immeuble, on est plusieurs à habiter, et puis il y a un cambriolage au premier étage, il y a un cambriolage au deuxième étage, et vous ne vous sentirez pas concerné, en fait. C'est faux. C'est totalement faux. Bon. En fait, vous mettez tous des mesures de sécurité devant votre porte. La question est de se dire, est-ce qu'on décide ensemble de mettre... Quelqu'un paye la sécurité au portail en bas pour tout le monde. Mais on voit bien que toutes les mesures de sécurité que vous pouvez faire, pour vous, ça peut bénéficier au collectif, on va dire, par ricochet. Et c'est ça, en fait. Donc, je crois que la question est plus de l'acte, à mon sens, d'un contexte politique où, d'une part, les opinions publiques sont légitimement inquiètes avec ce qui se passe avec la Russie. Et c'est pas un fantasme. Entre 2022 et 2025, on a à peu près une quarantaine, voire un peu plus, de déclarations directes par les autorités russes, dont Vladimir Poutine, menaçant de l'arme nucléaire directement les Européens. Donc vous voyez bien que tout ça se répond aussi peut-être d'un cimentage. À titre de rappel, en fait,
la dissuasion française est forcément impliquée, mais elle n'est pas en premier poste, puisqu'il ne faut pas oublier que cette discussion s'inscrit alors même que personne n'a dénoncé l'article 5 de l'OTAN, en fait, du traité de Rome. Pourquoi ? Parce qu'en fait, on a tout simplement les États-Unis qui, malgré leurs déclarations, ne sont pas dédits de leurs engagements. Et donc, par contre, ce qui est marqué, c'est la rupture de confiance très claire des Européens vis-à-vis des Américains. Oui, il y a 3 mois, début mars 2025, Donald Trump annonçait geler l'aide militaire à l'Ukraine et il laissait également entendre qu'il ne voulait plus protéger l'Europe. Sous-titre, le parapluie nucléaire américain, c'était fini. Vous l'avez dit, ça change la donne et donc ça accélère mécaniquement, on le comprend, cette vieille idée d'un parapluie nucléaire français en Europe. Alors qu'on comprenne bien concrètement à quoi ça pourrait ressembler ce partage de notre dissuasion nucléaire. Déjà, est-ce qu'on parle de, vous le disiez un petit peu en introduction, on parle pas de partage, il peut y avoir une ambiguïté sur les termes. Je crois qu'il y a 2 volets. Il y a la dissuasion, donc on parle bien de l'arme nucléaire, il y a sa doctrine, et puis il y a le concret. Je crois que là, il est question aujourd'hui de ce qu'on appelle l'épaulement stratégique. En gros, c'est le continuum entre l'arme conventionnelle et le nucléaire. Je précise mes propos. Vous avez une arme de destruction massive. On a bien compris. L'enjeu, c'est de dire, attention, vous vous approchez trop de manière agressive chez moi. Moi, je fais le feu sacré et tout le monde meurt. C'est ça. Bon, peut-être qu'entre les débuts de menace et la menace, il y a peut-être, une graduation. Cette graduation-là, c'est le sujet. C'est comment nous armons de manière conventionnelle une armée crédible pour éviter d'être, entre guillemets, des ennemis. Alors, je vais m'axer sur la Russie, s'amuserait à chatouiller nos frontières qui ne nécessiteraient pas, en réalité, le déclenchement d'une arme nucléaire. Vous voyez la disproportion ? Parce qu'une crédibilité, c'est aussi la proportion de la menace. Donc, en gros, c'est se dire comment je mets en place des armées sur le plan conventionnel, coordonnées, dans une logique de dissuasion. Ça veut dire 2 choses. C'est que le concept de dissuasion, dans l'armée, c'est un vieux concept. En gros, on a toujours eu des armées qui ont toujours couru à des armements de plus en plus forts, en gros, pour dire « je suis plus fort, vous voyez, vous n'avez pas raison de m'attaquer ». C'est ça le sujet. Donc là, la clé de la réflexion et ce qui se discute, c'est comment ce qu'on appelle l'épaulement stratégique, le conventionnel, vient appuyer la crédibilité de l'arme nucléaire en incluant évidemment les efforts des différentes armées qui composent l'Union européenne. Le président de la République a laissé entendre qu'il pourrait être envisageable un déploiement d'avions français équipés de bombes nucléaires dans l'est de l'Europe. Ça a fait beaucoup réagir. Et à raison, puisque vous savez, on fait ce qu'on appelle les opérations poker, en fait, là où c'est nos avions français. Et là, l'enjeu, quand vous volez sur un espace qui n'est pas le vôtre, vous demandez une autorisation, donc ça veut dire qu'il y a un accord, pas un partage, mais vous marquez votre territoire nucléaire. Et c'est ça, en fait, le sujet. Et effectivement, montrer les muscles. Oui, tout à fait. Et qui en bénéficierait, forcément. Donc, que la Russie s'indigne, c'est normal, c'était l'objectif, et c'est pour le rappeler que ici, c'est l'Europe. Et je crois qu'on en est là parce que peut-être la Russie a cru que ces grands moments de paix que nous chérissons, et on fait ça pour conserver la paix, a fait croire à la Russie que nous étions faibles. Vous savez, c'est toujours pareil, parfois il faut siffler la fin d'un récré pour dire, écoute, là ça suffit, ici je te rappelle que nous sommes chez nous, nous stoppons tes velléités hégémoniques, ça ne concerne pas le territoire européen. Réponse le 14 mai, le lendemain de l'annonce d'Emmanuel Macron, du porte-parole du Kremlin, Dmitri Pesk. Le déploiement d'armes nucléaires sur le continent européen, ce n'est pas ce qui apportera de la sécurité, de la prévisibilité et de la stabilité au continent européen. Bon, sous-titre, la guerre froide, et on est vraiment dedans. Est-ce qu'il n'y a pas un risque d'escalade quand Emmanuel Macron envisage cette option de détendre le parapluie nucléaire français ? Je me fais l'avocat du diable, mais en un sens, est-ce que c'est pas souffler sur les braises aussi ? En fait, votre question est totalement légitime et je vais répondre pas du tout. En fait, on nous agresse, il faut se défendre. Enfin, c'est comme si on dit, en gros, faites agresser et la personne agressée, on l'accuse de vouloir se défendre. Est-ce que t'es en train d'exciter l'agresseur ? En fait, le problème, c'est l'agresseur. C'est pas la victime. Et donc aujourd'hui, on est un territoire victime de velléités hégémoniques, mais nous ne sommes pas impuissants. Et c'est un peu ce que disait le président. Est-ce que dans un monde, je reprends sur d'autres propos, mais de carnivores, on a envie d'être des herbivores ? Moi, j'ai envie de répondre, en fait, l'éléphant est un herbivore, mais vous voyez bien que quand on vient le chercher... Personne l'embête. Je pense que c'est vraiment l'image de l'Europe.
La dissuasion nucléaire française, et j'entends la projection européenne, c'est justement montrer que c'est une arme, et ce qu'elle a toujours été pour la France, de légitime défense. Pas de, on va dire, d'agression coloniale. On oublie que la dissuasion russe, aujourd'hui, c'est une arme du colon qui veut imposer sa manière de vivre. Finalement, entre le colon et celui qui prône sa liberté, on est bien content d'avoir une arme atomique du côté de la liberté. Et c'est comme ça qu'il faut le voir. Parce que le colon en face, il ne se pose pas la question. Son objectif, c'est la domination, et c'est justement la féodalisation des territoires européens. Autre question un peu provoque. Au fond, pourquoi est-ce qu'on devrait défendre les autres, défendre nos voisins ? Pourquoi est-ce que nos voisins ne peuvent pas s'armer tout seuls ? Alors, il y a deux éléments. Un élément factuel, c'est que si on parle de l'armement nucléaire, il y a ce qu'on appelle le traité de non-prolifération, donc qui interdit d'une part à tout pays maintenant d'avoir l'arme nucléaire. Les pays de l'Europe sont tous signataires et ils ont tous ratifié, donc ça fait force de loi pour eux. Pour qu'il n'y ait pas de nouvelles armes nucléaires ou de nouveaux pays qui s'arment de bombes nucléaires. C'est ça. Mais ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas penser une défense commune. Et quand bien même nous pensons une défense commune, ça ne veut pas dire que nous allons leur donner notre arme nucléaire. Enfin, je crois qu'on peut se dire que laisser nos voisins dans une situation de détresse ne peut que nous mettre, nous, dans une situation de danger. Parce que, effectivement, on a l'arme nucléaire, on se défend, bon, c'est très bien. On peut très bien attaquer la France de manière, ce qu'on appelle les guerres hybrides. Et d'ailleurs, on a parlé beaucoup de Wagner à un moment donné. La guerre de l'information, la structuration du discours anti-français sur d'autres théâtres d'opérations qui ne sont pas l'Europe, d'ailleurs, montrent que c'est une globalisation. La France, en fait, elle est victime à deux niveaux d'une attaque vis-à-vis des Russes. La France, déjà, en tant que pays qui s'est positionné contre elle vis-à-vis de la guerre en Ukraine. Donc ça, c'est une première posture très actée. Et puis ce qu'elle représente deux choses. La liberté, et puis elle représente un monde occidental, qui est, par ailleurs, vous l'avez vu avec nos amis américains, un peu plus fragmenté. Mais on reste encore le symbole d'une image à abattre. Parce qu'il y a quelque chose que les Américains ont moins et qui fait une lourde charge, c'est les droits de l'homme. Notre dissuasion, quand on parlait de ce qu'elle défend, elle défend aussi des choses abstraites. Défendre nos voisins, étendre ce parapluie nucléaire, c'est une responsabilité énorme pour la France. Je veux dire, d'assumer la sécurité collective de tout un continent. Oui, c'est une responsabilité en termes de capacité d'emploi. C'est une promesse. En fait, on dit quoi ? On dirait, parce qu'on n'y est pas encore, hein, attention. On dirait, en gros, oui, nos chers amis roumains, bien sûr, si on vous attaque, nous, on est prêts à employer l'arme nucléaire. On n'y est pas, hein. On n'y est pas. Mais ce qui est certain, c'est que on n'est pas tout seul. Ce continuum territorial nous oblige, mais ça oblige aussi aux pays qui demandent cette défense d'être très clairs avec nous sur on va dire, les points d'ancrage avec la France. Et c'est pour ça qu'il faut laisser discuter. Parce qu'ils ne peuvent pas nous demander de l'aide si par ailleurs, ils ne peuvent pas nous voir, entre guillemets. Vous voyez ce que je veux dire ? Ce n'est pas le cas, mais en tout cas, à mon avis, c'est de se dire jusqu'où nous sommes ensemble. Et ça, c'est important en assumant des divergences. La France ne demande pas, pareil, une féodalisation de l'Europe. Et je comprends que certains pays européens, d'ailleurs certains partis politiques européens, notamment dans les extrêmes, voient ça comme une perte de souveraineté. Mais on a bien vu que la question du parapluie américain n'a pas empêché une liberté d'expression dans ces pays-là. Donc, heureusement qu'on a un passif pour montrer qu'attendez, il y a des fantasmes. Et puis, l'objectif, c'est qu'est-ce qu'on veut défendre. Et de manière très concrète, on veut défendre les frontières. Revient souvent la question de l'argent. On l'a dit et on l'a entendu, la dissuasion nucléaire, ça coûte très cher. On a entendu aussi Emmanuel Macron dire « La France ne paiera pas pour la sécurité des autres », certes. Mais alors, si on étend ce parapluie nucléaire à nos voisins, comment ça va se passer ? On va faire payer un forfait, un abonnement à nos voisins pour qu'ils puissent jouir de notre protection ? La chance qu'on a, c'est qu'on a l'OTAN qui est déjà un premier exercice, qui a montré qu'en fait, on s'engage sur des budgets militaires. C'est cet épaulement stratégique, en fait. On dit, en fait, avant d'aller déclencher notre bombe, assurez-vous que votre défense déjà conventionnelle soit en phase. Parce que ça limite, en fait, les attaques. C'est ça que ça veut dire. Donc, en fait, on demande aux pays d'être peut-être plus allants. Et c'était deux personnes, je vais citer. Emmanuel Macron, rappelez-vous, je crois qu'on est en 2019, quand il parlait de mort cérébrale de l'OTAN. Ça faisait partie du sujet. Et puis la version un peu plus populiste, c'est Donald Trump qui revient à son second mandat et qui nous dit « va falloir payer, les gars ». En fait, c'est la question. C'est que les Européens n'ont pas payé à hauteur de ce qu'ils demandent. Donc, en fait,
ça pose une question clé, c'est-à-dire qu'on comprend que les pays européens veulent une défense, mais il faut qu'ils soient à la hauteur. Vous payez, vous et moi, dans nos vies privées, on paye une assurance en fait pour être protégé. Si on ne la paye pas, on n'est pas protégé. Mais on ne va pas en vouloir à notre assurance de ne pas nous protéger alors même que nous ne payons pas. Et c'est exactement la même chose. Donc, on ne va pas inventer quelque chose, c'est déjà remettre en clair. Et la question est de savoir qui le souhaite, premièrement, se remettre au clair vis-à-vis de ses budgets, et deux, qui le peut. Parce qu'après, il y a des réalités économiques qui font que c'est des choix politiques qui interrogent en politique intérieure et qui peuvent, et je peux le comprendre, à raison, créer peut-être des oppositions d'opinions publiques différentes. Mais certainement, je crois que le contexte est venu faire comprendre à l'Europe que les temps de la paix ne sont plus les mêmes. Ça nous a un peu déniaisés. Emmanuel Macron a également dit « Ce développement éventuel ne viendra pas en soustraction de ce que la France a besoin. » Alors aujourd'hui, la France, elle a environ 290 têtes nucléaires, je crois. Le Royaume-Uni, il en a autour de 220. La Russie en a 5500. On paraît bien ridicule à côté de la Russie. Les États-Unis en ont, je crois, 5000. Est-ce que nos 290 têtes nucléaires, elles vont suffire à défendre toute l'Europe ? Alors, moi, je vais être très claire. Oui, et largement oui, et amplement oui. 2 points, vous avez précisé dans votre reportage que les bombes, les puissances, aujourd'hui, on est à peu près à 600 fois Hiroshima. Bon. Personne n'a besoin de 600 fois Hiroshima pour être dissuadé. On a bien compris qu'une bombe, ça fait son effet. Donc ça veut dire que vous avez la bombe d'aujourd'hui est beaucoup plus puissante que celle que nous avons, en tout cas que le Japon a connue, mais que le monde a découvert. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que aussi nos armes, ce qu'elles étaient à l'époque, ne sont plus celles qu'elles sont aujourd'hui. Et donc, on dissuade de fait par cette puissance. Donc moi, je crois que l'excès, voire, ce sont mes propos, le ridicule d'en avoir 5000. Ça coûte cher. Pourquoi ? Là, c'est vraiment... c'est celui qui a le plus de dents en or, en fait. Ça n'a pas d'intérêt. Ensuite, vous avez la pertinence du choix. Ce que je peux dire, c'est que je me suis posé la question, pourquoi 200 ? Parce que ça varie de 190, 310... C'est secret défense, ça, grosso modo. Et c'est très bien comme ça, mais on est autour. Et en fait, ça donne une image de pourquoi nous restons autour, pourquoi d'un coup, on ne dit pas 200, pourquoi on ne dit pas 500, par exemple. Et vous avez une note de la Rand Corporation, qui est un think tank américain, qui avait publié dans les années 70 un rapport disant qu'à l'époque de technologie, donc on est dans les années 70, il fallait à peu près 300 bombes, 300, pour détruire l'URSS. Donc on est la Russie, plus ses anciennes extensions. Vous voyez bien que la Russie n'est plus la même taille. C'est le territoire le plus large à attaquer, puisque c'est celui qui se présente comme notre ennemi. Vous voyez bien que les 290 sont largement suffisants si je prends en compte le chiffre et la puissance. Pour terminer cet épisode, je voudrais conclure avec cette archive. Elle date de 1960. La télévision française interrogeait les passants après l'explosion de la toute première bombe nucléaire française. Écoutez. Madame, la bombe atomique française a explosé ce matin. Oui. Quelle impression cela vous a fait ? Eh bien, ma foi, beaucoup de bien si c'était pour servir l'humanité, mais beaucoup de mal si c'est au contraire pour l'anéantir. J'espère que les hommes sont assez sages pour l'utiliser à des fins pacifiques. Voilà, je voulais conclure avec cette archive et ce sera le mot de la fin. La dissuasion nucléaire sera-t-elle bientôt étendue à nos voisins européens ? On a les cartes, en tout cas, en main pour comprendre les enjeux qui se jouent en ce moment. Grâce à vous, Lova Rinel, merci beaucoup d'avoir été avec nous. Je rappelle que vous êtes chercheur associé à la Fondation pour la recherche stratégique. C'était Le Temps de l'Actu, un podcast de l'INA et de l'Université Panthéon-Assas. Si ce podcast vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner, mettre des étoiles, des commentaires et à en parler autour de vous. Et moi, je vous dis salut et à la semaine prochaine.